Bonjour à tous, pour cette seconde vidéo de présentation de Genica Astro, nous allons regarder les fonctions liées aux éphémérides. Genica Astro étant une application qui est dédiée ou vraiment spécialisée dans l'acquisition d'images pour l'imagerie planétaire, nous avons inclus à l'intérieur tout un ensemble de fonctions qui aident l'utilisateur à voir notamment quels sont ses niveaux d'échantillonnage, regarder s'il atteint la résolution maximum ou pas de son instrument, et qui lui donne aussi des informations sur sa cible. Le premier point à faire pour pouvoir utiliser les éphémérides correctement, éphémérides dont les données sont utilisées dans d'autres outils, notamment les outils d'analyse de la PSF et d'alignement, il faut aller dans Options et il va falloir saisir en fait les caractéristiques de votre instrument. Donc par exemple, dans mon cas, on va rentrer un CN212 qui a un FD de 12,5. Alors attention, pour saisir le FD, enfin saisir des chiffres à virgule, des nombres à virgule, le séparateur décimal que Genica utilise n'est pas la virgule en française, c'est le séparateur décimal, donc le point anglo-saxon. Parce que tout simplement Genica tourne dans plusieurs versions, plusieurs pays, et ça a été plus simple en fait de faire la gestion du point décimal de cette manière. On va rentrer le diamètre, en l'occurrence 212 mm. Voilà, c'est fait. A noter aussi que le réticule va utiliser aussi ses valeurs d'échantillonnage et on peut décider qu'on va faire afficher une fréquence de tics, donc des petits traits sur le réticule de 10 secondes d'arc, et le rayon du cercle principal fera par exemple 15 secondes d'arc. On coche arc seconde et dans ce cas-là, au lieu d'être affiché en pixels, ces valeurs-là seront affichées en arc seconde. Une fois que cela est renseigné, lorsqu'on va dans l'éphéméride, on a accès à un ensemble de données en fait sur les différents objets et sur la configuration optique du système. Genica embarque des éphémérides qui sont issus de l'IMCCE, le bureau des éphémérides français, de l'Observatoire de Paris, et qui sont en local sur disque dur, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion internet pour que ça fonctionne. Genica embarque des données d'éphémérides pour 10 objets, 11 objets du système solaire, donc le Soleil, les 9 planètes, alors 8 plus Pluton, puisque nous avons gardé Pluton, et pour la Lune. Donc par exemple, imaginons que cette grosse boule que l'on voit sur l'écran, qui est imprimée sur un bout de papier en l'occurrence, est le Soleil. Donc une fois que j'ai donné au système à Genica le fait que ce qu'on observait était le Soleil, il est capable, depuis cette information-là, l'information qui concerne la taille des pixels de la caméra, qui est lue automatiquement par Genica, on n'a pas besoin de la renseigner, et la configuration optique, donc le ratio, le rapport f sur d et le diamètre, on a en fait des données qui sont rappelées ici, qui sont la taille des pixels, en l'occurrence 5,3 microns pour le capteur EDV76C 560 qui équipe cette caméra 5240 IDS. La résolution optique du système, donc qui dépend elle que du diamètre, en l'occurrence 212 mm de diamètre, donne une résolution optique au sens critère de Rayleigh, lambda sur 4, de 0,63 secondes d'arc. Alors attention, la résolution optique qui est donnée là est celle qui est retenue comme étant la métrique habituelle du critère de Rayleigh à lambda sur 4, qui correspond au critère de séparation d'une étoile double, avec une différence de luminosité entre les deux pics, enfin les deux étoiles, de 23%. Ce critère, qui est utilisé aussi en métrologie optique, est maintenant un peu obsolète en imagerie numérique, puisque l'œil, effectivement, n'est pas guère capable de distinguer plus d'un quart de différence de luminosité entre deux étoiles, donc dans le creux qui est entre les deux étoiles. Par contre, en imagerie numérique, on sait faire bien mieux que ça, avec une sensibilité de l'ordre de quelques pourcents, et ce critère de résolution est maintenant un peu obsolète, on en parlera après. On donne aussi l'échantillonnage numérique. Alors vous savez, c'est la célèbre formule de 206 fois la taille des pixels en micromètres divisé par la focale en millimètres du système. On estime que l'échantillonnage, normalement l'échantillonnage devrait être au niveau de la résolution optique, puisque par définition, du critère de Rayleigh, on n'est pas capable de séparer des détails qui sont inférieurs à 0,63 secondes d'arc avec le CN212. Néanmoins, parce que d'une part on applique le théorème de Nyquist-Shannon, qui dit que lorsqu'on numérise une donnée, il faut échantillonner au double de la taille des détails de ce que l'on va échantillonner. C'est par exemple le cas pour les CD. L'oreille humaine perçoit des fréquences jusqu'à 22 kHz quand on est jeune,
Et donc la fréquence d'échantillonnage qui a été choisie pour le CD à l'époque était de 41 kHz, ou même 44 pour d'autres systèmes, qui est le double en fait de la fréquence du signal analogique que l'on peut percevoir. Néanmoins, je vous disais que le critère de Rayleigh est maintenant un petit peu obsolète et on estime qu'en fait, il faut échantillonner entre x2 et x3. Ça veut dire que l'échantillonnage doit être, si on veut atteindre le pouvoir résolvant de l'instrument, compris entre la moitié et le tiers de la résolution optique. Dans notre cas, avec 0,63 secondes d'arc, il faudrait échantillonner soit à 0,31 secondes d'arc par pixel, soit autour de 0,2 secondes d'arc par pixel, enfin dans ces valeurs-là. Donc Jenica vous le dit, et par exemple lorsqu'on est en orange, ça veut dire qu'on est sous-échantillonné. Alors être sous-échantillonné, c'est pas grave, ça veut dire qu'on n'a pas atteint le pouvoir résolvant de l'instrument. Néanmoins, lorsqu'on veut travailler avec des AFD faibles ou lorsque le seeing n'est pas bon, on peut tout à fait décider de sous-échantillonner et typiquement pour faire une mosaïque lunaire par exemple, si on n'a pas le temps de la faire entièrement avec tous les champs qui seraient nécessaires, on peut décider de sous-échantillonner pour pouvoir la faire plus rapidement. Donc ça c'est pas grave. Si je mets une Barlow au système, une Barlow x2 par exemple, automatiquement Jenica remet à jour l'échantillonnage en prenant en compte une focale qui est doublée. Dans ce cas-là, on voit que je suis à 0,21 arc secondes par pixel pour une résolution optique de 0,63. Je suis légèrement suréchantillonné. Et dans ce cas-là, Jenica me le dit en faisant passer la valeur d'échantillonnage au rouge. Alors suréchantillonné est rarement positif, parce que ça veut dire qu'on est au-delà de la résolution optique réelle du système, donc on ne gagne rien en termes de détail, on gagne en termes de taille sur l'écran, mais pas de détails à l'intérieur. Par contre, on perd en lumière, parce qu'on a tendance à étaler le flux de la source, le flux de l'objet, sur plus de pixels. Donc ça veut dire qu'il va falloir exposer plus longtemps. En pratique, ces valeurs de x2, x3 sont des règles relativement empiriques et sur certains objets, typiquement sur Mars, on peut échantillonner plus fort jusqu'à x4. Ça dépend du seeing. Lorsqu'on a un très bon seeing, on va pouvoir suréchantillonner plus fort parce que on va peut-être tirer plus de détails en fait des acquisitions qu'on va faire. Donc là en l'occurrence je suis un peu entre deux chaises puisque si j'ai pas de Barlow je suis sous-échantillonné, avec une Barlow je suis suréchantillonné parce que je suis un petit peu entre les deux valeurs. Ensuite, on donne des données qui sont des données liées à l'objet, donc le diamètre apparent, la taille en pixels, la distance en unités astronomiques. Alors dans le cas de la Lune, c'est pas donné en unités astronomiques, mais c'est donné en distance moyenne Terre-Lune habituelle. Donc là, vu que c'est le Soleil, en unité astronomique, je suis à peu près à 1. Et la résolution en objet en kilomètres. La distance qu'on a ici, et la vraie distance au jour le jour. Donc la mise à jour des données est faite de façon journalière, on a une donnée par jour et on a une interpolation linéaire sur la donnée en fonction de l'heure, donc ça veut dire qu'on est vraiment, on colle vraiment à la vraie valeur. Maintenant, imaginons que je ne fasse pas le Soleil et que je fasse par exemple Jupiter, que cette boule-là soit Jupiter. Et bien évidemment, toutes mes données qui sont ici vont changer. Par exemple, la distance entre nous et Jupiter en unité astronomique est de 5,360, donc 5,3 fois 150 millions de kilomètres. Voilà pour la partie éphéméride. Une autre fonction qui est intégrée ici, c'est la détermination du FD réel de votre instrument. Là, en l'occurrence, le FD qui a été rentré est celui des spécifications. Donc, mon CN212, je sais qu'il a un FD de 12,5 donné par le constructeur. Et lorsque je mets une Barlow, je m'attends à ce que le FD réel soit doublé pour arriver à 25. En réalité, sur les systèmes casse-grains, par exemple, en fonction du backfocus et donc de la distance entre le miroir primaire et le miroir secondaire, la focale peut varier un peu. Alors sur un casse-grain, pas trop, par contre sur un HPI de casse-grain, la variation peut être relativement importante. Plus vous avez de backfocus, plus vous mettez d'accessoires en fait sur votre chemin optique, et plus votre FD va augmenter. Mais c'est pas marginal. Donc, et pareil sur une Barlow. Quand vous mettez une Barlow, elle a un grandissement nominal qui correspond en fait à une certaine distance derrière le groupe optique. Maintenant, si derrière votre Barlow, vous allez rajouter un ADC, une roue à filtre et la caméra, le grandissement de la Barlow, si elle n'est pas télécentrique, donc si elle n'a pas un rapport de grandissement constant en fonction du backfocus, va augmenter. Vous pouvez passer facilement de x2 à x3. Donc Jenica inclut un outil qui permet en fait, en fonction de l'objet et de la taille des pixels, seulement ces deux valeurs sont nécessaires, même si tout le reste de ce que vous avez saisi est faux, ça n'a pas d'importance. Jenica connaît la taille de l'objet,
puisque c'est dans les éphémérides. GNIK connaît la taille des pixels, et lorsqu'on fait calcul FD, il va vous mettre un petit cercle autour de l'objet, et il va vous donner, ici et ici, le vrai FD auquel vous êtes. Donc la valeur de la Barlow n'est pas prise en compte, c'est vraiment la valeur réelle du système telle qu'elle est à un instant T. La détection du F sur D fonctionne si l'objet est entièrement inscrit à l'écran, donc ce qui est le cas en général d'une planète, mais il fonctionne aussi sur le bord d'un objet. Si vous avez le bord du Soleil ou si vous avez le bord de la Lune, GNIK va être capable de déterminer le FD en fait en identifiant le bord, en prenant 3 points, et à partir de 3 points, on sait retrouver le cercle, son centre et son rayon. Et donc ça suffit à faire ça. Si lorsque vous faites le calcul FD, le rond vert qui apparaît symbolise la limite de l'objet. Selon votre niveau d'exposition, des fois on peut être légèrement plus grand ou légèrement plus petit. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à modifier depuis contrôle caméra le temps d'exposition de la caméra, ou jouer sur le gain, hein, pour faire en sorte que lorsque vous faites calcul FD, en fait, le cercle correspond bien au bord de l'objet. On peut être aussi gêné, GNIK peut être gêné dans le cas du soleil par les protubérances, puisqu'en fait c'est une détection de contraste, et lorsqu'on a une protubérance, on peut très bien artificiellement en fait agrandir la taille du cercle, et dans ce cas-là, encore une fois, on joue sur l'exposition pour faire en sorte que le cercle corresponde. Une fois qu'on a ça, on peut très bien décider que ces valeurs-là remplacent automatiquement tout ce qui était existant pour le calcul d'échantillonnage, de même dans les données qui sont affichées ici. Par contre, si je vais dans Options, hop là, Sandor, Parador, mes options sont toujours les mêmes. Donc si je fais sauver, je reviens à ce que j'étais. Et je refais calcul FD et puis je vais remplacer automatiquement. Donc c'est pas persistant. Pour que cela devienne persistant et que cela soit sauvegardé comme valeur par défaut, il faut cliquer sauver comme défaut, et dans ce cas-là, sur la prochaine session de GNIK, cette valeur sera automatiquement sauvegardée. Donc si je fais sauver comme défaut, maintenant que je vais dans options, je m'aperçois que ma valeur ici a changé automatiquement, j'ai pas besoin de la ressaisir. Par contre, si vous aviez une Barlow, ce calcul FD, en fait, il est fait avec la Barlow. On peut décider de caractériser, alors je vais en train d'ouvrir un fichier, on peut décider de caractériser en fait toutes les valeurs de FD, de grandissement que l'on va utiliser, pour pouvoir les rappeler plus simplement par la suite, parce qu'on utilise toujours la même configuration. Donc dans ce cas-là, il faut aller dans le répertoire de GNIK et charger, alors je vais réduire un petit peu, le fichier barlow.txt. Alors c'est ce fichier qui contient en fait les valeurs que vous avez ici. Donc le mode de fonctionnement du fichier, c'est que la première, je vous conseille de la garder parce que ça signifie qu'on n'a aucun complément optique. Et après, la syntaxe, c'est que vous rentrez le nom de la Barlow, par exemple Barlow, hop là, Barlow multiplié par 1,5. Et la syntaxe, c'est point virgule, l'espace n'est pas nécessaire, je le mets pour plus de visibilité, point virgule, et on rentre la vraie valeur avec, encore une fois, comme séparateur, un point anglo-saxon et non pas une virgule. Je sauvegarde ça, et la prochaine fois que je chargerai GNIK, en plus des Barlow qui sont ici, eh bien j'aurai celle que j'ai ajoutée qui apparaîtra en bas. Donc une fois que vous avez défini tous vos FD en fonction de vos configurations optiques, vous n'êtes pas obligé de repasser par ça, vous pouvez directement en fait passer par les Barlow personnalisés, Barlow entre guillemets, hein, puisque ce sont des coefficients d'amplification que vous aurez paramétrés en fait lors d'une session dédiée. Voilà, merci à vous, au revoir.